This meeting is being recorded. Alors, eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième audition ouverte des caisses de l'alimentation, avec la présentation de la caisse alimentaire de Lyon 8. Donc, il y aura Mariella et Léa qui seront là pour vous présenter toute l'initiative qui a été mise en place dans le 8e arrondissement de Lyon et vous montrer un peu les différentes étapes qui ont mené à la construction de cette caisse. Et moi, je voulais quand même vous refaire un petit chapeau introductif sur pourquoi on fait ces auditions ouvertes des caisses locales de l'alimentation et dans quoi on s'inscrit. Alors, hop. Donc pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Alexia Gros et je suis salariée à Réseau Sivam sur les questions d'accessibilité à l'alimentation. Et Réseau Sivam, donc une association qui regroupe différents groupes locaux qui accompagnent les agriculteurs à la transition agroécologique sur les fermes. Et on travaille aussi spécifiquement sur les questions d'alimentation. Et on fait partie du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation depuis plusieurs années déjà qui est un collectif qui rassemble les différentes organisations nationales qui travaillent sur la sécurité sociale de l'alimentation, la SSA, et aussi des dynamiques locales qui sont de plus en plus nombreuses en France aujourd'hui. Et ce qui montre aussi, je pense que vous faites aussi partie de ces dynamiques-là, et c'est pour ça que vous êtes connectés aujourd'hui. Dans ce webinaire, on ne représentera pas les grands principes de la SSA, c'est pas l'objet, là, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur la caisse du Lyon 8, mais on est évidemment, enfin, je suis à disposition si vous voulez échanger dans un autre temps sur la SSA et sur le collectif. Et donc, l'idée de ce collectif national, c'est quand même de porter un projet politique de sécurité sociale de l'alimentation au niveau national et de faire réseau entre les différentes organisations et les dynamiques qui travaillent sur le sujet. Et du coup, dans le cadre de ce projet, il y a aussi toute une mise en place d'un réseau entre les différentes caisses locales de l'alimentation, dont on entend de plus en plus parler, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus portées politiquement. Et l'idée, en fait, de ce réseau intercaisse, était aussi de pouvoir mieux connaître la diversité des caisses qui existent aussi en France parce que évidemment toutes ne se sont pas montées avec les mêmes objectifs. Et l'idée de ces auditions ouvertes qui auront lieu mensuellement, c'est de vous faire un petit tour d'horizon des caisses qui existent en France. Et ça a commencé du coup avec la première audition ouverte de la caisse de Montpellier mi-janvier. Et on va continuer comme ça avec un rendez-vous par mois de présentation de chacune des caisses. Et du coup, c'était une brève introduction pour laisser la parole très rapidement à Mariella et Léa pour la caisse de Lyon 8 qui nous présenteront un peu le projet du début jusqu'à où elles en sont aujourd'hui, enfin, où elles en sont aujourd'hui. Et l'idée, c'est que là, on va prendre un bon temps de présentation pour aller vraiment dans les détails de comment a été montée la caisse. Et ensuite de prendre, donc on va faire à peu près 45 minutes de présentation. Et ensuite de faire un long temps de questions-réponses aussi. Là, l'idée, c'est que vous puissiez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, notamment si vous êtes en train de monter une caisse de l'alimentation, de pouvoir poser les questions sur quel est le nombre de citoyens pour monter un comité citoyen? Est-ce qu'il faut d'abord aller très largement? Est-ce qu'il faut commencer très petit? Quels outils de transfert monétaire a été mis en place à Lyon? Voilà, toutes les questions un peu opérationnelles, Léa et Mariella seront là pour vous répondre. Voilà, bah, je vous laisse la parole, Léa et Marilla. J'arrête le partage et je vous laisse partager votre écran. Merci Alexia. Oula, si j'ai pas de voix, ça commence mal. Est-ce que vous nous entendez bien? On Oui, espère bien. que la connexion va tenir, mais bon, vous nous faites signe si jamais ça marche plus. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Mariella Hériprey et ma collègue Léa Thévenot. On travaille toutes les deux pour l'association Territoire à vivre Grand Lyon qui porte l'expérimentation de caisse de l'alimentation de Lyon 8e, qui s'inspire donc du projet politique de sécurité sociale de l'alimentation. Et dans cette association, on est quatre personnes. Un cinquième est arrivé récemment. Donc, on a une coordinatrice, Amélie. On a une personne et deux autres personnes qui s'occupent de d'autres projets. Et sur la caisse, on est avec Léa toutes les deux, plus la coordinatrice qui vient nous épauler sur certains aspects. Il faut dire que on va vous parler de toutes les prémices du projet, mais nous, on est arrivé après. Donc, on va essayer de vous expliquer tout, comment on sait, comment on a entendu dire que ça s'est déroulé pour la mise en place. Mais Léa est arrivée en décembre 2022, et moi un an après, en décembre 2023.
Et donc voilà, Léa va commencer par vous parler toute la mise en place, la naissance du projet, et ensuite on continuera avec la- l'expérimentation telle qu'on l'a mise en place, et puis où on en est actuellement. Est-ce que vous... bonjour à toutes et tous, du coup. Moi, c'est Léa. Est-ce que vous voyez bien l'écran qu'on vous partage? C'est bon, super. Merci. Du coup, oui. Donc, comme Marielle le disait, nous, on n'était pas là au départ. C'était ce qu'on appelle des ingénieurs de coopération qui étaient là, qui étaient mis à disposition par leur structure. Mais voilà, on voulait quand même revenir sur ces étapes-là parce qu'elles nous semblent importantes, parce que pour bien montrer à quel point ça s'inscrit aussi dans le temps long. Alors ceux qui ont participé à l'audition de Montpellier, ça va peut-être être une redite sur certains aspects parce qu'on a une histoire, un passé commun, on va dire. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont très différentes par la suite. Donc, ben, on voulait remonter quand même à 2021, au moment où il y a le programme Territoire à vivre national qui a été mis en place. 2021, donc il a été lauréat du plan de relance. C'est un projet, c'est un programme de coopération qui a été mis en place par 5 têtes de réseau, dont bah, du coup le réseau CIVAM, enfin l'Union nationale des épiceries sociales et solidaires, l'UGES, le Secours catholique, le réseau Cocagne et l'association du coup VRAC national qui à ce moment-là, ben, dans un contexte que vous connaissez bien, de Covid et de file alimentaire, etc., euh, se sont mis ensemble, se sont regroupés autour de ce programme-là pour coopérer et mettre en place des actions aussi systémiques sur l'aspect de la filière alimentaire. Et donc, autour d'objectifs, notamment ben, voilà, contribuer au développement de systèmes alimentaires territoriaux durables, inclusifs et démocratiques, avec cette attention particulière aux plus vulnérables et à l'accès digne à une alimentation de qualité pour tout le monde. Donc il y a 4 territoires qui avaient été identifiés, dont Lyon, du coup. Les autres, c'était Montpellier, Toulouse et Marseille. Et à Lyon, ça a donné lieu, ben, pareil enfin, qu'au niveau national, à une coopération entre des acteurs territoriaux, tous engagés autour de l'alimentation, mais avec une diversité d'acteurs, autant des acteurs vraiment de la démocratie alimentaire, de l'éducation alimentaire, donc des associations comme Belle Bouffe, autour du gaspillage alimentaire comme Récup et Gamelle, comme des structures qui travaillent dans le cadre de l'accessibilité alimentaire, donc qui s'occupent aussi de l'approvisionnement de qualité, de l'approvisionnement alimentaire, donc comme les structures comme VRAC, comme le groupement des épiceries sociales et solidaires Rhône-Alpes, le réseau des AMAP, des épiceries sociales, mais aussi des structures de solidarité comme le Secours catholique, Habitat Humanisme, et plutôt des représentants du monde agricole. On pense par exemple à Agribio Rhône-et-Loire ou à l'ADR 69 dans notre cas. Donc voilà, une diversité d'acteurs réunis autour de ce projet et de cet objectif commun. Et donc les coopérations, elles ont démarré vraiment à ce moment-là, fin 2021-2022. Et ça s'est structuré petit à petit. Aujourd'hui, on est une association. Ça fait depuis juillet 2023 que Territoire à vivre Lyon est devenu une association, mais avant, c'était un collectif informel qui fonctionnait déjà avec une gouvernance similaire. Et donc, à Lyon, aujourd'hui, le territoire à vivre s'organise autour de 3 axes interdépendants, du coup, pour coopérer et agir. Le développement de filières solidaires locales et de qualité, accessibles dignement à toutes et tous. Donc là, c'est plutôt la partie amont de comment on s'organise avec les producteurs et productrices locaux pour mutualiser des achats et faire en sorte qu'il y ait un approvisionnement de qualité, notamment dans les structures comme les épiceries sociales et solidaires, les escales solidaires, donc c'est des tiers-lieux d'habitat humanisme, voilà, VRAC. Un deuxième axe, c'est la création d'un pôle de résilience alimentaire, donc comment on s'installe ensemble, on mutualise des services, des compétences, etc. Et du coup, bah, ce qu'on va plus développer aujourd'hui, qui est la coordination de démarches de démocratie alimentaire et la mise en place de cette caisse de l'alimentation
dans le huitième. Donc c'est pour montrer aussi que ça s'inscrit dans un projet plus global, cette expérimentation. Euh, voilà. Bon, ces trois axes, ils existent tels quels aujourd'hui, mais c'est vraiment le résultat de plusieurs années de rencontres, d'échanges, de construction de coopération, et puis aussi d'apprentissage autour de la démocratie alimentaire. Il y a eu plusieurs étapes et ingrédients du coup amont qui sont assez importants à prendre en compte, notamment au départ l'axe démocratie alimentaire dans Territoire à vivre, ça s'est concrétisé par le lancement de deux démarches collectives sur deux territoires différents, donc Saint-Fond pour ceux qui connaissent à côté de Lyon et le huitième arrondissement de Lyon, avec une formation des acteurs autour de la démocratie alimentaire et la définition d'objectifs communs. Et puis, alors, par exemple, dans le cadre du huitième, il y a eu vraiment toute une en amont même enfin en amont de la caisse, il y avait déjà toute une mobilisation collective des habitants autour d'un premier projet qui a été la construction de la maison engagée solidaire d'alimentation, qui est portée par deux structures, Vrac Lyon Métropole et Récupé Gamel, mais qui a aussi été l'occasion de mobiliser tous les autres acteurs locaux autour de ce tiers-lieu de l'alimentation. Euh, et il y a eu aussi par la suite la mobilisation de ce qu'on appelle une assemblée citoyenne, avec, là, c'est tous les acteurs locaux du 8e arrondissement qui ont mobilisé des personnes, et notamment des personnes qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité et qui vivent la précarité, pour leur donner voix au chapitre et partir leurs besoins, construire avec eux, enfin, explorer avec eux le sujet de l'alimentation et faire remonter des constats et des besoins. Donc ça a mis en place, ça a donné lieu à tout un cycle de rencontres pour s'approprier le sujet avec les habitants. Donc ça, c'est un des ingrédients, on va dire. Il y a aussi, pendant tout ce temps-là, entre 2022 2023, enfin, surtout sur l'année 2022, des rencontres interterritoires dans le cadre du programme Territoire à vivre, où il y a eu des échanges de pratiques, des visites inspirantes sur les différents territoires, mais aussi des échanges avec les élus des territoires. Donc, ces rencontres, elles ont aussi alimenté la réflexion des projets et inspiré en fonction des territoires. En parallèle, nous, on avait donc déjà le chantier comment on mutualise des achats, on planifie avec les producteurs et comment on rend accessible les produits de qualité sans du coup euh, négocier les prix avec des producteurs, enfin, en s'assurant que c'est le prix juste pour eux. Du coup, avec du tiers financement, il y avait tout un travail qui a été mené par une partie des structures autour de cet enjeu-là. Euh, donc tout ce temps-là, ça a été aussi un temps de plaidoyer et de réflexion partagée avec les élus locaux, dans un contexte où, comme je le disais, l'alimentation et les enjeux liés à l'alimentation, les problématiques, les enjeux aussi soulevés par l'aide alimentaire, enfin, tout ce contexte-là était assez visible. Et il y a aussi eu du coup des budgets qui étaient débloqués pour porter des politiques dans le sens d'un accès digne à une alimentation de qualité. Donc ça aussi, ça a été un cheminement qui a démarré déjà depuis 2021-2022. Et évidemment, le projet politique de sécurité sociale de l'alimentation qui était de plus en plus visible aussi, enfin, collectif au sein duquel certains des acteurs commençaient à s'engager aussi, des acteurs du collectif Territoire à vivre, du coup, qui se sensibilisaient au sujet, qui se formaient. Donc voilà, c'est un peu un contexte global là, sur 2021-2022 qui a fait que en 2023, du coup, début 2023, on a décidé, donc inspiré aussi de ce qui se faisait sur d'autres territoires, et notamment par exemple à Montpellier, d'expérimenter une caisse de l'alimentation avec le soutien de la métropole de Lyon. Et à ce moment-là, du coup, c'est aussi l'obtention d'un financement
via le fonds Mieux manger pour tous qui nous a permis de démarrer cette expérimentation. Donc ça, c'est début 2023. Et donc, dès lors que la décision a été prise par par la coordination de territoire à vivre, donc ce qui correspond au conseil d'administration aujourd'hui de l'association, on s'est mis vraiment au travail sur le sujet d'une caisse de l'alimentation, dans, en partant un peu du début, en se disant, bah, en fait, ça veut dire quoi, caisse de l'alimentation? Il y avait un parti pris de départ qui était quand même celui du transfert monétaire directement aux personnes, qui peut être totalement différent en fonction des caisses. Dans notre cas, c'était ce parti pris-là. Euh, et donc, sur cette base-là, à partir de la décision par le collectif, bah, on a vraiment démarré toute l'exploration du sujet. On a listé vraiment toutes les questions à se poser, enfin, voilà, que peut-être vous êtes en train de vous poser en ce moment, que d'autres caisses se sont posées avant nous. Du coup, ben, euh, quelle, euh, par quelle étape commencer, quel moyen de paiement, enfin, voilà, on va y revenir de toute façon. Ça a été vraiment, je pense, de mars à juin, mais une première écriture du projet la plus large possible, parce que l'idée, c'était de le construire avec les habitants, dont une partie était déjà mobilisée, mais on voulait renforcer cette mobilisation. Euh, la deuxième étape, c'est donc de juin à décembre 2023, sur 6 mois à peu près. D'une part, donc il y avait le collectif habitant qui a été déjà mobilisé dans le 8e arrondissement, avec lequel on commençait à s'approprier la question de la sécurité sociale de l'alimentation, ce projet politique. On nous a Et donc on a perdu. travaillé à la mobilisation. On nous a perdu un petit moment. Ah mince, à partir Enfin, de c'est quand? peut-être moi. Sur justement le lancement du comité citoyen dans le Lyon 8 à Lyon 8 sur l'appui sur la dynamique déjà existante. Oui, ok. Donc oui, je disais, donc à partir entre juin et décembre, il y a eu un peu deux choses en parallèle. Le collectif habitant qui était déjà mobilisé depuis le début de l'année, qui commençait à explorer la question de la sécurité sociale de l'alimentation en arpentant la BD Encore des patates, par exemple, en ayant rencontré le comité citoyen de la Caisse alimentaire commune de Montpellier, enfin voilà, avec différentes explorations qui avaient identifié l'enjeu d'être plus nombreux, de se sentir aussi plus fort et d'en parler autour d'eux. Donc, on a fait tout un travail avec le comité habitant de mobilisation, avec un événement festif in fine pour un peu marquer les 1 an de l'Assemblée citoyenne qu'on avait fait 1 an avant, du coup, et la prochaine étape qui était la construction d'une caisse alimentaire commune. Et d'autre part, avec les structures membres de Territoire à vivre, volontaires pour porter le projet, et donc notamment des structures locales qui se trouvaient dans le 8e arrondissement, engagées sur le 8e arrondissement, un pré-travail d'ingénierie qui a été d'abord le choix du territoire d'expérimentation. Donc ça s'est porté là sur le 8e arrondissement dans sa totalité de par le fait que c'est un arrondissement, qu'il y avait du coup déjà une mobilisation existante des acteurs et des habitants, et aussi que c'est un arrondissement euh, qui a un fort taux de pauvreté, un fort taux de précarité. Il y a trois des plus gros quartiers prioritaires de la politique de la ville, et en même temps une certaine mixité dans l'arrondissement. Donc la perspective, voilà, d'avoir une diversité de profils qui peuvent participer. On a fait, donc comme je le disais, on a exploré aussi avec ce comité technique, donc des structures membres de territoire à vivre, les différentes questions à se poser, par exemple la question de la composition du groupe d'habitants mobilisés, quelle représentativité,
le phasage de l'expérimentation en lien avec le financement obtenu aussi. Donc, voilà, tous ces éléments-là. Ça, c'est pour vous expliquer un peu les premières phases avant d'être... ben, là, on était déjà du coup dans l'opérationnel de la caisse sur la phase ingénierie avec les structures membres de territoire à vivre. Et du coup, à ce moment-là, alors je regarde, je vous dis rien, parce que ça fait beaucoup de choses à dire, et en même temps, je ne veux pas être trop floue. Euh, oui, non, du coup, à ce moment-là, la gouvernance qui se dessine, parce qu'elle s'est aussi un peu faite, elle s'est aussi construite chemin faisant. Mais à ce moment-là, ce qui se dessine, c'est donc on avait quelque chose de préexistant puisque la structure Territoire à vivre est une association, donc avec ce qu'on appelle la coordination de Territoire à vivre, ce qui correspondrait au conseil d'administration d'une association. On a le comité technique, du coup, qui est chargé enfin, qui est responsable de, de suivre opérationnellement les actions et voilà, et d'accompagner vraiment le projet, l'expérimentation en tant que tel, et de rendre des comptes à la coordination. Donc, ce comité technique, il est composé, dans notre cas, il est toujours composé du Secours catholique, de VRAC, notamment par le biais de la Maison engagée solidaire de l'alimentation, de deux épiceries sociales et solidaires, donc Épicentre et C'est Bon, de l'association Belle Bouffe. Il y avait les centres sociaux aussi qui ont été mobilisés et le réseau des AMAP. Et dans notre cas, il y a aussi des représentants des maisons de la métropole de Lyon qui ont rejoint le comité technique pour notamment faire le lien. On a construit le projet avec en lien avec la métropole de Lyon, avec un enjeu de pouvoir orienter des personnes qui étaient suivies par le CCAS et les maisons de la métropole de Lyon. Ce sont les maisons qui regroupent les services sociaux de la métropole. Donc elle participait aussi au comité technique pour bien bah, voilà, faire ce lien-là et puis aussi apporter leur expertise dans les réflexions. Et maintenant, on a aussi donc Alban, une chercheuse qui travaille sur des démarches de démocratie alimentaire et qui suit la caisse, et la chef de projet enfin, du projet alimentaire de territoire de Lyon, bah, voilà, qui suit le comité technique de près. Ça, c'est le comité technique. On a l'instance habitante, du coup, qui a les nuits, dont on vous parlera mieux tout à l'heure. Et on a aussi un comité de suivi qui est composé du coup de laboratoires de recherche et de financeurs et de partenaires aussi parfois invités. Là, vraiment dans une optique de prendre du recul sur le déroulé de l'expérimentation euh, et, euh, et sur ses perspectives aussi, et voilà, donner des avis sur le déroulé de cette expérimentation. Donc, je vais laisser la parole à Mariella sur plutôt la partie concrètement, après cette phase d'ingénierie, comment ça s'est passé et quelles ont été les étapes. Cette phase d'ingénierie qui donc a été portée par Léa toute seule, toute la partie, en tout cas de la partie de la coordination, elle était toute seule au début et avec l'aide quand même du coordinateur de l'association. Et du coup, il y avait un financement donc pour cette caisse et pour l'ingénierie pour recruter une nouvelle personne. Donc, je suis arrivée, j'ai eu cette chance d'être recrutée pour le projet et dans le but de mobiliser des habitants pour participer à cette caisse et accompagner tout le processus en fait. Et donc on travaille vraiment en binôme avec Léa on se partage les missions, mais en tout cas on est deux à plein temps sur ça. Donc la première phase, on va dire, du projet concrètement, c'était de trouver des personnes qui souhaitent euh, participer au comité décisionnaire sur le fonctionnement de la caisse. Et donc, pour ce faire, on a, à partir du groupe d'habitants qui étaient déjà mobilisés sur les démarches de démocratie alimentaire dans l'arrondissement, qui s'appelait la table du 8e,
On a essayé d'étoffer le groupe en allant mobiliser, en allant dans les structures, donc les structures partenaires, les épiceries sociales et solidaires, les centres sociaux, en allant dans les MJC, enfin des structures comme ça qui accueillent du public pour aller vraiment discuter en face à face avec les personnes et essayer de leur donner envie de participer au projet en sachant que beaucoup de gens étaient très intéressés à participer, à être membres de la caisse, mais par contre, pour s'investir dans le comité d'habitants, avec des rencontres toutes les 2 semaines, sur des sessions de 3 heures, c'était plus difficile d'avoir des gens qui étaient volontaires. Mais on a réussi à avoir une trentaine de volontaires, tous habitants et habitantes de l'arrondissement et qui est composé de personnes au profil très varié. Donc il y a quand même une majorité de personnes en situation de précarité. Mais ensuite, on a des âges très divers, donc ça va de 19 à 79 ans avec une moyenne d'âge de 48 ans. On a une majorité de femmes. On a en termes de composition des foyers une grande diversité aussi, une majorité de couples avec ou sans enfants, mais des personnes seules aussi, des familles monoparentales, une colocation. On a un tiers de personnes qui sont en emploi, mais aussi des personnes retraitées, des étudiants, des personnes qui travaillent. On a une majorité de personnes qui sont employées parmi les personnes qui travaillent. Un tiers des personnes de ce comité ont moins de 1 150 € par mois pour vivre, donc ce qui correspond au seuil de pauvreté pour une personne seule. Et enfin, il y a 5 personnes sur la trentaine de personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire au cours des 12 derniers mois. Donc voilà, on a réussi à constituer ce comité qui s'est ensuite donné le nom de Calim 8. Donc on parle du comité Calim 8, qui est le comité d'habitants. Et on a élaboré avec Léa et les membres du COTEC tout un programme où on s'est pas mal inspiré de ce qui s'était fait à Montpellier, en Gironde et à Cadenay, qui étaient des caisses déjà, en tout cas, qui avaient déjà démarré leur processus. Et on a établi tout un programme de rencontres. Donc, tous les 15 jours, ce comité Calimite s'est rencontré sur des sessions de 3 heures avec à la fin toujours un repas proposé par un traiteur et la garde d'enfants pour permettre aux parents de participer, puisque c'est des temps plutôt en fin de journée pour que les personnes qui travaillent puissent participer, donc entre 17 h et 20 h ou parfois le samedi matin. Et donc, on a vu tous ces éléments que vous voyez sur la frise avec, on a parlé du système alimentaire, on a fait venir une personne qui travaille à l'association Les Greniers d'Abondance, qui travaille sur la résilience alimentaire. On a parlé aussi des liens entre santé, environnement et alimentation avec une diététicienne qui est venue nous faire des petits ateliers. On a parlé de précarité alimentaire avec un journaliste qui s'appelle Benjamin Seize et qui a écrit un livre qui s'appelle Quand bien manger devient un luxe. Donc c'était très intéressant d'avoir des échanges avec lui. On a également eu la participation de l'économiste Nicolas da Silva qui a écrit le livre La bataille de la Sécu pour nous parler un peu de l'histoire de la sécurité sociale, comment elle s'est mise en place et comment petit à petit elle a été aussi détricotée. On a visité des fermes, donc on a rencontré des producteurs, des maraîchers, des éleveurs, des boulangers paysans. Et puis on s'est formé aussi sur les prises de décision, comment prendre des décisions en grand groupe avec une association qui est venue nous former. Et surtout ces temps, à chaque fois, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des apports extérieurs et aussi des temps en petits groupes. Ça, c'est important puisque tout le monde n'est pas forcément à l'aise à prendre la parole en groupe de 30 personnes. Donc, on avait toujours des petits groupes de travail, d'échange pour faire en sorte que chacun se sente à l'aise. Et des sessions, voilà, des sessions où il y a eu des prises de décision, puisque c'est ce comité qui a décidé du fonctionnement de la caisse, donc du montant des cotisations, du montant des versements, des lieux conventionnés. Et en plus de toutes ces sessions, on a dû mettre en place des groupes de travail pour avancer sur ces sujets-là, parce que finalement, enfin voilà, il y avait beaucoup de travail entre ces sessions. On a fait, bon, c'est marqué 8 groupes, mais il y en a eu plus après à partir de septembre. Mais voilà, pour arriver je sais plus ce qui était la diapo ensuite, mais euh, pour arriver à tout un fonctionnement et donc vraiment cette idée que on acquiert une base de connaissances communes sur les sujets de l'alimentation
en sachant qu'il y avait des connaissances très diverses, hein. Il y avait des gens qui connaissaient déjà très bien ces enjeux, d'autres beaucoup moins. Et par des échanges aussi entre les personnes, on a voilà, essayé de faire en sorte que les personnes aient à peu près tous le même niveau de connaissances et puissent soient en mesure de prendre des décisions sur le fonctionnement de la caisse. Et peut-être c'était, donc on avait préconçu un programme avec du coup déjà des thématiques et des sessions identifiées euh, au départ. Mais c'est vrai qu'après, ben, ça s'était prévu jusqu'à à peu près juin, juillet. Mais en fait, rapidement, bah, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi de la flexibilité parce que bah, le groupe avançait à son rythme et il y avait beaucoup de débats, beaucoup de questionnements sur différents points du fonctionnement de la caisse. Et du coup, c'est aussi ça qui nous a amené à rajouter des dates, des groupes de travail avec... alors, on nous avait déjà partagé les autres caisses l'importance de ce temps d'apprentissage commun. Et enfin voilà, on l'a vraiment vécu. Avec la richesse de tout ce qui se vit dans ces échanges. Et en même temps, ben, du coup, aussi des enjeux de mise en place à un moment et de lancement de cette caisse. Euh, et en parallèle de l'avancée de ce groupe, le comité technique continuait de se retrouver régulièrement, donc poursuivre et d'être tenu au courant de l'avancée des décisions de Calimut, aussi pour repartager ou préparer en amont des sessions certains questionnements sur le montant des versements, sur le conventionnement, voilà, et notamment sur un des points, par exemple, qui, dans le cas de notre caisse, de la caisse de Lyon 8, n'a pas été décidé avec Calimut. C'est le cas du moyen de paiement. Donc là, c'est pareil, c'est un parti pris de notre expérimentation qui n'est pas celui de certaines autres. Nous, on a pris ce parti aussi parce que on anticipait des temps de mise en place, de paramétrage, enfin des temps techniques de mise en place d'un outil de paiement assez long. Et du coup, on a décidé de prendre les devants là-dessus euh, pour être prêt le moment venu. Du coup, ça s'est passé par plusieurs étapes et notamment dès fin 2023, on a exploré différents opérateurs possibles. Donc là encore, ben, en lien et aussi grâce à l'apport de d'autres expérimentations. On a rédigé un cahier des charges. Donc, enfin, c'était un moment aussi pareil de découverte pour nous, de monter en connaissance et en compétence sur sur ces aspects techniques en fait dont on avait, enfin, qu'on connaissait pas forcément. Donc, exploration et besoin de retransmettre euh, au comité technique pour pouvoir prendre des décisions sur quel opérateur choisir, comment, mais aussi bah, tenir informé Calimus. On avait été transparent avec eux sur le parti pris de prendre cette décision-là avant, enfin, hors du comité, mais évidemment, on les tenait au courant. Voilà, et in fine, donc nous, on a choisi, enfin notre opérateur actuel, c'est le chéquier vert, avec un fonctionnement, donc c'est des crédits numériques. Les personnes reçoivent des crédits numériques, ça passe par une application, mais il y a un fonctionnement qui permet de ne pas avoir besoin de son téléphone ou du numérique aussi pour les expérimentateurs. Donc ça, c'était un vrai critère pour nous. Et le choix de l'opérateur, il s'est fait sur différents critères qu'on a travaillé avec le comité technique. Un des critères, c'était la sécurité, avec un enjeu bah, voilà, de transfert monétaire, notamment. La simplicité d'usage pour que ça reste accessible vraiment pour les personnes, et notamment celles qui sont plus éloignées du numérique, mais aussi pour les producteurs, les commerçants, etc. Les délais, puisqu'on avait un enjeu de délai de mise en place et les valeurs de l'opérateur, et évidemment les questions budgétaires qui de toute façon enfin, voilà, rentraient en compte avec un budget pas infini.
Voilà, et donc c'est tout ce temps-là, ça a aussi été le temps de paramétrage et de mise en place de la plateforme de l'application. Donc, Donc, à partir de... Alors, au départ, la caisse, on était censé commencer les premiers versements et cotisations en juillet, alors qu'on avait commencé les rencontres avec le comité en février. On devait même, je crois, c'était initialement en juin, puis ça a été reporté, juillet. Finalement, on n'était pas encore prêt, donc on s'est dit septembre. Et finalement, à partir d'octobre, les premiers à expérimenter concrètement la caisse, ce sont les membres de Calimut. Donc pendant octobre et novembre, ils ont pu être les premiers à expérimenter. Et ensuite, on a ouvert l'expérimentation à plus de personnes à partir de décembre. Mais donc, voilà, finalement, on a travaillé aussi sur le lancement officiel de la caisse avec les membres de Calinut, qui s'est tenu le 21 septembre dernier, avec une grande fête sur une place, avec des prises de parole des membres de la caisse, des prises de parole d'élus également qui soutiennent le projet, et dans le but aussi de communiquer plus largement sur l'ouverture de l'expérimentation. Donc, à partir de là, on a commencé à mobiliser plus largement pour ouvrir l'expérimentation au total une centaine de personnes. On a préparé un questionnaire. On demandait aux personnes qui étaient candidates à l'expérimentation de remplir ce questionnaire avec un certain nombre d'informations sur la composition du foyer, les revenus des personnes, si les personnes avaient recours à l'aide alimentaire ou pas. Je regarde un petit peu ce qu'on avait fait. Euh, et puis donc là, on se demandait aussi, ensuite, une fois qu'on aurait tous ces éléments, est-ce que on devait, comment on sélectionnait les personnes? Est-ce qu'il fallait faire un tirage au sort? Est-ce qu'on devait être très représentatif du territoire? Et puis finalement, on a pris toutes les personnes qui avaient candidaté, parce on avait cette possibilité. Euh, et donc, je regarde juste ce qui est marqué là, parce que je ne le vois pas, c'est caché. Et on est arrivé à peu près à voilà, une centaine de personnes qu'on a conviées à une grande réunion d'accueil des nouveaux expérimentateurs, plus des sessions, des petites sessions en petits groupes pour les personnes qui n'avaient pas pu venir à cette réunion, pour vraiment expliquer tout le projet et puis comment ça allait se passer concrètement. Donc aujourd'hui, on a 108 foyers expérimentateurs, donc ça représente à peu près 270 personnes. Pareil, donc ce foyer, ces expérimentateurs, ce groupe d'expérimentateurs est assez diversifié sur sa composition, donc en termes d'âge, en termes de profil socio-économique. Euh, on a des niveaux de vie assez diversifiés, mais on a quand même 73% de ces personnes qui ont un niveau de vie inférieur à 1 530 euros. Donc ça correspond à la limite entre classe populaire et classe moyenne selon l'Observatoire des inégalités. On a 25% de ces personnes qui déclarent avoir eu recours à l'aide alimentaire au cours des 12 derniers mois et 10 personnes qui donc ont été orientées par les services sociaux de la métropole. Donc sur le fonctionnement de la caisse, donc je pense que vous connaissez bien maintenant le fonctionnement proposé par la Sécurité sociale de l'alimentation, où l'idée c'est que chacun cotise à la caisse selon son niveau de vie, et ensuite chacun reçoit 150 euros par mois qui peuvent être dépensés dans des lieux d'alimentation de qualité qui sont choisis par les membres de la caisse. Et donc, plus précisément, dans la caisse de Lyon 8, donc Calim 8, le comité d'habitants, a décidé que la cotisation devait être d'un minimum de 1 euro par mois et par personne, et qu'ensuite les personnes autodéterminent leur montant selon une grille qui indique, voilà, qui indique le niveau de vie des personnes, et ensuite on suggère un montant, donc les personnes peuvent donner plus ou moins en fonction de ce qu'elles jugent juste, et on ne demande pas de justificatif. Le comité a souhaité faire confiance aux personnes. On ne demande pas aucun justificatif. Donc, c'est vraiment, on fait confiance aux gens. Et donc, à partir du moment où les personnes cotisent, ça déclenche un versement. Donc, les montants de versement, ça aussi, ça a été décidé par le comité. C'est 150 euros pour un adulte,
plus 75 euros pour un adulte supplémentaire dans le foyer ou un enfant de plus de 14 ans, et 45 euros pour un enfant de moins de 14 ans. Donc, par exemple, une famille, donc un couple avec un enfant de plus de 14 ans et un enfant de moins de 14 ans, va avoir 345 euros chaque mois, enfin, à partir du moment où ils cotisent. Il y a un plafond de 400 qui a été fixé à 450 euros. Donc ça aussi, ça a été des discussions avec la métropole qui considérait que peut-être c'était des montants un peu trop élevés. Il y a vraiment eu tout un moment de débat sur ces questions de quel est le montant juste, quel est le montant suffisant pour une famille. Est-ce que certains trouvaient que c'était trop, d'autres trouvaient que ça partait vite. Finalement, 150 euros, ça représente 5 euros par jour, par personne, donc ce qui est pas si énorme finalement. Ensuite, sur ce qu'a décidé le comité aussi, c'est tous les lieux dans lesquels on peut faire ses achats avec les montants. Donc, on les appelle les Calim euros. Si jeu de mots, donc on est fiers. On a aujourd'hui 19 lieux conventionnés. On est parti avec 4 lieux au départ, qui étaient donc les partenaires du projet. Donc, on avait 2 épiceries sociales et solidaires, la maison engagée et solidaire de l'alimentation et une AMAP. Et ensuite, le comité est allé rencontrer différents lieux d'achat, enfin alimentaires dans l'arrondissement et un peu plus loin que l'arrondissement aussi. Et à ce jour, on a 19 lieux, mais ça va continuer, on va sans doute en avoir d'autres encore. Donc, on a ces 3 épiceries solidaires, on a 2 magasins Biocoop qui au final prennent quand même 83% de tous les achats parce que les membres de la caisse nous disent que c'est pratique, c'est ouvert tout le temps et puis il y a tout ce qu'il faut sur place, quoi. On a 5 maraîchers qui viennent vendre sur différents marchés de l'arrondissement. On a 2 AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, 2 boulangers, un producteur de viande bio, une poissonnière qui vient sur un marché, une productrice de fromage de vaches et chèvres qui vient aussi sur un marché. On a un restaurant solidaire anti-gaspi qui s'appelle la Récupéria. Et on a aussi une boucherie-charcuterie halal, puisque c'était un souhait de plusieurs membres de la caisse qui sont musulmans et donc qui cherchaient à trouver une boucherie halal. Et n'ayant pas dans l'arrondissement de boucherie, enfin en tout cas, n'ayant pas trouvé dans l'arrondissement de boucherie qui soit à la fois halal et qui respecte les conditions du bio, bah, certains ont trouvé une boucherie de ce type dans un autre arrondissement qui est un peu loin, mais en tout cas, certains sont prêts à faire quelques kilomètres pour aller trouver de la bonne viande voilà. Donc pour trouver tous ces lieux à conventionner, il y a tout un processus qu'on a mis en place aussi au fur et à mesure. Ça a été décidé petit à petit par les membres. Et donc l'idée, c'est que si une personne a une idée de lieu à conventionner, il la propose et il va avec un membre de Calimite. Il faut quand même qu'il y ait un membre du comité décisionnaire qui soit présent pour aller rencontrer le lieu, faire passer un questionnaire et ensuite remplir une grille d'analyse. Ça, on s'est inspiré pas mal de ce qu'avaient fait Montpellier et la Gironde parce qu'on était un peu bloqué en fait sur comment est-ce qu'on parce que les premiers lieux, ça a été un peu facile parce que ça faisait l'unanimité et c'était des produits bio et locaux et donc c'était assez simple. Mais pour d'autres lieux qui n'ont pas de label, par exemple, c'était un peu plus compliqué. Donc on a mis tout en place plusieurs critères. Et à partir de cette grille d'analyse, toutes les informations sont partagées à l'ensemble du comité lors d'une session collective. Et il y a un vote au consentement qui est fait. Donc notre système de vote, là, c'est quand on a été formé à ça l'année dernière avec tout le comité Calim 8, on a un peu retenu cette façon de faire où le principe, c'est que tout le monde prend part au vote et quand on fait une proposition, les personnes ont chacune 3 cartons, un carton rouge pour dire qu'on n'est pas du tout d'accord, un carton jaune pour dire, bon, pas complètement d'accord, mais ça peut aller, et un carton vert pour dire, je valide totalement. Et à partir de là, si on voit qu'il y a des cartons jaunes ou rouges, bah on a des discussions, on reprend le vote, etc., pour essayer d'arriver à ce que tout le monde ait mis un carton vert ou jaune. Et donc, voilà, on considère que c'est du vote au consentement pour les lieux conventionnés. Et d'autres décisions d'ailleurs qui ont pu être prises par cette méthode-là.
l'évaluation. On pourra revenir si besoin, peut-être pendant les questions, parce que du coup, on est déjà à 45 minutes, mais sur... bon, là, voilà, on voit les décisions comme elles ont été prises, mais en fait, il y a vraiment... Enfin, on pourra revenir si besoin sur des exemples de débats qu'il y a eu et de comment aussi c'est toute une construction entre euh, bah, le groupe, les débats, euh, les éléments aussi qu'on pouvait avoir des autres expérimentations, mais qui du coup étaient complètement réinterprétés, voilà, enfin voilà, déconstruits, reconstruits. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'allers-retours et je trouve que c'est ça qui est aussi très intéressant. Mais du coup, pour un autre aspect qui faisait partie de un peu toutes les questions qu'on se posait au départ en termes d'ingénierie aussi, c'est qu'est-ce qu'on ressort comme enseignement du projet. En l'occurrence, en lien avec la métropole de Lyon, il y a un cabinet d'évaluation dans notre cas qui a été mandaté, un cabinet d'évaluation qui construit aussi, enfin qui évalue le processus de cette expérimentation. Parce qu'on est vraiment voilà, aussi dans des processus d'aller-retour. On sait que c'est les décisions qui ont été prises, potentiellement, elles vont être amenées à changer. Enfin, c'est aussi en faisant qu'on a pris ce parti de tester et de pouvoir revenir sur ces décisions. Donc, c'est un cabinet d'évaluation qui évalue une partie du projet avec un travail qui a été fait en commun pour vraiment identifier ce qui nous semblait, enfin, les enjeux les objectifs et les enjeux sur lesquels on voulait avoir des retours, donc notamment sur le volet pouvoir d'agir des personnes. Ça, c'était un enjeu, enfin, en lien avec euh, l'apprentissage commun, tout le volet démocratique, en tout cas collectif du projet, qui évalue aussi les aspects de coopération entre les acteurs, puisqu'il y a une diversité de parties prenantes, l'évolution des pratiques des parties prenantes, donc notamment les maisons de la métropole dans ce cas-là, mais aussi les membres de territoires à vivre, les lieux conventionnés, enfin voilà, une diversité de parties prenantes, l'évolution des pratiques alimentaires dans le cas des expérimentateurs et les aspects aussi du modèle de financement de la caisse tel qu'il est aujourd'hui. On a aussi une chercheuse en sociologie, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, qui fait partie du comité technique, qui suit la caisse et qui suit aussi d'autres démarches de démocratie alimentaire, donc qui va faire un travail plus global et qui observe notamment des enjeux de participation et d'engagement des personnes, les effets de la participation au comité sur les représentations alimentaires, par exemple, de manière plus qualitative, la trajectoire alimentaire de certains des participants. Donc voilà, pour des aspects un peu plus recherche et du coup plus qualitatifs aussi. Et là, on travaille en fait encore sur comment on peut aussi observer certains enjeux de santé et de participation des acteurs économiques, puisque dans notre phase actuelle, on se pose aussi plein de questions et on a envie d'expérimenter des choses avec d'autres formes de contribution et à la caisse. Alors, peut-être juste la diapo. On avait une diapo sur les... pour là où on en est, donc avec... là, ça fait 3 mois que les expérimentateurs expérimentent, donc la caisse, et on continue à se réunir tous les mois avec Calim 8, qui s'est étoffé aussi avec des nouveaux expérimentateurs qui souhaitaient s'impliquer dans le comité décisionnaire. Tout le monde ne participe pas, mais là, du coup, on a 50 personnes, finalement, c'est pas mal du tout. Ou 40, une cinquantaine de personnes sur 108, c'est beaucoup finalement de personnes qui souhaitent s'impliquer dans le comité. On propose donc des sessions tous les mois. On continue donc on a repris les rencontres en janvier et on va continuer jusqu'à la fin de l'expérimentation qui est prévue en novembre. Normalement, en tout cas, on a les financements jusqu'à novembre-décembre. Et ensuite, on travaille à ça pour essayer de trouver des financements pour pérenniser, en tout cas continuer encore quelques mois et voir essaimer sur d'autres territoires.
Et voilà, toutes ces rencontres qui vont avoir lieu tous les mois. Donc, on propose de continuer à se documenter, à apprendre des choses sur l'alimentation, parce que c'est un vaste sujet. On va essayer d'aborder la question de la construction du prix, des labels, de comprendre, s'y retrouver un peu mieux dans les labels. Encore, on va reparler du système alimentaire. On va aussi faire une étape à mi-parcours au mois de juin avec l'ensemble des expérimentateurs et un événement de clôture, enfin en tout cas un événement des 1 an de la caisse, si on peut la poursuivre, en novembre. Et on prévoit aussi de faire des commissions de travail plus donc sur la question du conventionnement. Il y a encore des choses à améliorer sur le processus. Puis il y a encore des lieux à aller découvrir. Une commission pour l'organisation des événements, donc l'événement de mi-parcours et puis l'événement des 1 an. Une commission sur les financements et les suites du projet, une commission sur la gouvernance et le fonctionnement du collectif, et une commission sur le budget alimentaire et le panier de base, essayer de voir ce que c'est que le prix d'un panier de base à l'élément huitième et d'approfondir un peu le calcul du budget alimentaire d'un ménage pour voir si les choix qui ont été faits par le comité, 150 € pour une personne et 225 € pour 2 personnes, est-ce que ça correspond aux besoins? Donc tout ça, c'est encore plein de chantiers à continuer. Et puis en parallèle aussi, on va proposer un peu à tout le monde des ateliers cuisine, ça c'est très demandé, des ateliers en petits groupes, des jeux, des fresques, des arpentages. On continue à rencontrer les lieux conventionnés, aller visiter les fermes par exemple, rencontrer d'autres collectifs. On participe à l'intercaisse, donc les rencontres intercaisses les prochaines qui vont avoir lieu mi-mars. Et donc on a plusieurs membres du comité qui vont participer avec nous. Euh, voilà. Donc encore tout un programme assez riche. On n'a pas parlé encore du budget, mais je pense que c'est une question qui vous intéresse. Pour dire que, alors j'ai mis 370 000, j'ai arrondi, mais je crois que c'est à peu près ça. Le budget de la caisse totale, c'est donc à peu près 370 000 €. Et sur ça, donc ce que vous voyez en jaune, c'est la subvention de la métropole de Lyon, donc qui représente 53%. On a en orange et vert d'autres financeurs, donc des fondations notamment, et la ville de Lyon également. Et en bleu, donc 30%, c'est ce qu'on a estimé que pourraient représenter les cotisations. Et donc ce budget total, il est calculé pour financer 200 parts pendant 1 an, et donc avec 30% de cotisation. Là, à ce jour, on est plutôt à 25% de cotisation. Donc on va voir comment ça évolue et on verra si on peut, soit on trouve des financements complémentaires, soit on doit écourter un petit peu l'expérimentation. Enfin, on va voir petit à petit. En fait, on est vraiment dans une phase d'observation aussi. Mm. On est au démarrage, on n'a pas encore assez. Bah, du coup, nous, on ne peut pas apporter de résultats, on va dire, de l'expérimentation, puisqu'on est vraiment en pleine observation. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a cet enjeu de comment, à quelle hauteur se portent les contributions. Euh, et puis aussi, quels sont les comportements du coup en lien avec cette caisse, dans quel lieu vont les personnes. Mais tout ça, ben, c'est le travail d'évaluation, de recherche. Et c'est aussi pour ça qu'on espère pouvoir prolonger. C'est pour vraiment tirer le maximum d'enseignements possible de l'expérimentation. Ça y est, on est arrivé à la fin. Ça va, on a à peu près tenu 45 minutes, un peu plus.